Je vais commencer par me présenter. Moi, je suis Marie-Ève Labrec. Je suis enseignante à la Côte-du-Sud depuis 2002 et je suis responsable du programme d'insertion professionnelle depuis février. J'ai pris la relève de ma collègue Michel. Je vais te laisser te présenter. Bonjour, Michel Forêt. Je suis conseillère pédagogique à la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, responsable de l'insertion professionnelle et des mathématiques au primaire et de l'univers social au primaire et au secondaire et de l'accompagnement des écoles de milieux défavorisés. Voilà pourquoi, en cours d'année, j'ai dit à mon patron, c'est assez, là. J'y arrive pas, j'ai besoin d'aide. Et c'est l'insertion professionnelle qu'on a décidé de confier à une enseignante. Donc, en toute simplicité, aujourd'hui, on vient vous partager notre programme de mentorat parce que c'est quand même un beau succès dans notre organisation. Tout le crédit appartient à Mme Denise Marmette à la Commission scolaire de la Côte-du-Sud, qui est maintenant à la retraite, qui a monté ce programme-là à partir de rien. Donc, voilà, on vient vous partager ça tout simplement. Je te laisse présenter le territoire. Parfait. Alors, la Côte-du-Sud est sur la rive sud de Québec. C'est une très vaste commission scolaire qui part de Lévis, la commission scolaire des navigateurs, et qui va jusqu'à la commission scolaire de Kamouraska. Dans le fond, elle est du côté sud du fleuve. Et elle arrête à 7 km des lignes américaines. Elle est bordée par la commission scolaire de la Beauce-et-Chemin. Dans notre commission scolaire, notre clientèle est très hétérogène. Elle n'est pas... elle est dispersée sur tout ce grand territoire-là. On a de très grosses écoles, des écoles primaires avec 300 élèves, et on en a des très petites à 12 élèves. Donc, on a toutes sortes de réalités différentes. On a des écoles qui ont de l'immigration. On a d'autres écoles qui ont, je ne vois jamais des nouveaux élèves, puis les enfants sont toujours dans la même classe. On a beaucoup de classes qui sont en multi-âge aussi, et pas juste 2 niveaux. C'est la 1, 2, 3 et la 4, 5, 6. Nos écoles secondaires sont plus autour de 300 élèves. OK? Ça, c'est nos écoles secondaires. On a une école secondaire qui a moins de 200 élèves puis qui continue quand même de servir secondaire 1 à 5 parce que certains élèves, pour se rendre à cette école-là, font déjà 30 à 40 minutes de transport scolaire soir et matin. Alors, même si l'autre école secondaire est seulement à 30 minutes de cette école-là, on ne veut pas demander à des enfants de faire 1h15 d'autobus soir et matin pour se rendre à l'école. Donc, c'est vraiment une réalité qui est particulière. Quand on parle d'insertion professionnelle, bien, on parle beaucoup d'isolement. J'ai un enseignant au secondaire en univers social qui enseigne 7 programmes différents. Il enseigne à tous les élèves de l'école. Il n'a aucun collègue en univers social dans la bâtisse. Ça c'est l'extrême. Évidemment, il y a d'autres situations, mais c'est rare en univers social des enseignants qui ont des collègues au secondaire, qui enseignent le même programme qu'eux. Il va y avoir un prof qui va faire le premier cycle du secondaire, puis l'autre le deuxième cycle du secondaire, mais ils n'ont pas de collègues qui enseignent le même programme qu'eux. Donc, c'est vraiment une situation qui est particulière. Puis les petites écoles aussi, les très petites écoles. Marie-Ève dit une grosse école de 300 au primaire. En milieu urbain, c'est une petite école, 300 au primaire. Des écoles de moins de 30 élèves, on en a 7 sur notre territoire. Donc, c'est vraiment une réalité qui est particulière. Vous aurez deviné que ce sont des jeunes enseignantes en insertion professionnelle qui ont des 1, 2, 3 ou 4, 5, 6. Hein? Ce n'est pas l'enseignante d'expérience qui dit « je vais quitter le littoral puis je vais m'en aller dans ce qu'on appelle les hauts pour aller enseigner dans les petites classes qui sont aussi souvent en milieu défavorisé et souvent difficiles. » Je vais vous parler un petit peu de qu'est-ce qu'on va vivre pendant cette présentation-là. Premièrement, on va vous parler de l'historique du programme qui a commencé aux alentours de 2002-2003. On va vous présenter le programme actuel. On va vous parler aussi de notre plus grand succès dans notre programme d'insertion professionnelle. Il y a plusieurs volets, mais c'est vraiment le mentorat qui est notre gros succès. On va vous parler des formations qu'on donne reliées à l'insertion professionnelle, des autres volets, nos travaux actuels, et on va faire une petite période de questions. Je vais commencer avec l'historique. En 2003, la commission scolaire Côte-du-Sud s'est créée un programme, s'est dotée d'un programme d'insertion professionnelle parce qu'elle a pris plus conscience des difficultés vécues par les enseignants, les nouveaux arrivés.
C'était une réaction à la statistique qui faisait qu'il y avait un enseignant sur 5 qui quittait la profession dans les 5 premières années de carrière. Et eux autres, ça les touchait personnellement parce qu'il y avait une pénurie d'enseignants dans la Côte-du-Sud. Moi, j'ai commencé en 2002 à enseigner et j'ai été dans les premières à adhérer à ce programme-là qui était sous la formule d'un groupe d'analyse réflexive les soirs après l'école. On se réunissait dans une école et on utilisait la formule d'accompagnement du GEAS. Donc, tous les gens présents présentaient une problématique, on en choisissait une, l'enseignant s'installait et expliquait ses difficultés. Ensuite, on proposait des solutions. L'enseignant, le jeune enseignant qu'on analysait son cas, choisissait les solutions. Puis la fois d'après, il faisait un retour sur qu'est-ce qui avait été utile. Et aussi, c'était très utile de pouvoir échanger parce qu'en 2002-2003, il n'y en avait pas de Facebook. On arrivait, et en plus, on était dans l'arrivée du nouveau programme. On avait été formé à l'université avec le nouveau programme. On arrivait sur le terrain, il était partiellement implanté. On était souvent en allègement de tâches. On se ramassait à enseigner des savoirs essentiels, alors que sur le terrain, il fallait évaluer des compétences. C'était tout ça qui créait un très grand besoin de soutien. Par la suite, il y a eu de l'accompagnement individualisé, puis il y a eu des libérations une demi-journée par mois pour continuer ce groupe d'analyse-là. Mais tranquillement, il y a d'autres besoins qui ont émergé et la formule GEAS ne suffisait plus à la demande. Alors, les besoins, effectivement, au début, l'enseignante, la conseillère pédagogique qui a parti le programme était une conseillère au niveau du préscolaire. Elle a eu ce mandat-là. Elle a travaillé beaucoup au primaire. Tranquillement, pas vite, les enseignants du secondaire ont commencé à lever la main et dire, nous aussi, on a des besoins d'insertion professionnelle. Donc, les besoins sont devenus très divergents. Alors, faire se rencontrer un certain nombre d'enseignants, c'était plus suffisant. C'est là qu'on est arrivé avec un programme de mentorat au niveau du primaire. Si on avait la réalité des spécialistes au primaire, les orthopédagogues, les spécialistes au secondaire, les problèmes rencontrés étaient parfois au niveau disciplinaire au secondaire. Donc, il n'y avait pas une personne à la commission scolaire qui pouvait remplir tous ces mandats-là. Donc, on s'est tourné vers le mentorat à ce moment-là. On a une petite vidéo ici qui va vous permettre de voir l'ensemble du programme. Basé sur un constat de décrochage important des jeunes enseignants, puisqu'un diplômé sur 5 quitte la profession dans les 5 premières années, le programme d'accompagnement des jeunes enseignants vise à favoriser une entrée harmonieuse dans la profession grâce à un accompagnement individualisé ou collectif selon les besoins de chacun. Ce programme comprend 6 mesures de soutien. Le mentorat fournit à l'enseignant novice la possibilité d'être jumelé à un enseignant mentor pour le soutenir, l'accompagner et l'encourager. L'enseignant mentor s'appuie sur son expérience et ses ressources pour accompagner l'enseignant novice dans toutes les facettes de la profession. CAP sur la gestion de classe s'adresse aux jeunes enseignants désireux de se réseauter, de créer des liens pour échanger avec d'autres enseignants en insertion professionnelle. 8 rencontres d'une demi-journée offrent à une dizaine d'enseignants un temps d'arrêt pour échanger sur leurs expériences et trouver des pistes de solutions aux difficultés rencontrées ou tout simplement d'améliorer leur enseignement grâce aux idées échangées. Le dépannage dans l'école vise à accueillir le jeune enseignant dans son école. Une personne d'expérience désignée lui apportera le soutien nécessaire à son insertion au plan organisationnel. Le service d'accompagnement pédagogique vise à accompagner l'enseignant débutant dans la recherche de solutions à ses préoccupations et permet de prendre contact avec les conseillers pédagogiques des services éducatifs. Une formation pour les suppléants est offerte à tous les 2 ans. Cette formation permet un réseautage et l'échange de stratégies propres à cette porte d'entrée dans la profession. Enfin, l'information aux stagiaires est organisée conjointement avec le service des ressources humaines. Cette rencontre a pour but de faire connaître aux finissants universitaires
les différents services offerts à la commission scolaire de la Côte-du-Sud et de leur ouvrir la porte de milieux de travail accessibles et stimulants. Toutes les activités de PAGE s'adressent aux enseignants ayant 5 ans et moins d'expérience. Ce programme nécessite aussi la participation active d'enseignants d'expérience désireux de partager l'expertise développée au fil des ans. N'hésitez pas à contacter la personne responsable du programme PAGE pour plus d'informations. Alors, vous avez le feuillet qu'on a déjà déposé sur les tables qui reprend ce qui a été dit dans la vidéo. Donc, je ne vais pas le reprendre, mais vous avez des notes que vous n'aurez pas besoin nécessairement de reprendre. Comment la CAP s'est transformée. En fait, ça ne s'est pas vraiment transformé, mais les 2 personnes qui ont levé la main pour participer à la CAP, c'est des jeunes enseignantes au primaire qui font des allègements de tâches. OK? Donc, je suis permanente, j'ai une classe de 3e année, puis je ne veux pas travailler à temps plein, je veux travailler à 80 de tâches. Donc, je donne une journée à une jeune enseignante qui est en insertion professionnelle. Ces enseignantes-là réussissent à se faire un 70, 80, 90 de tâches. Donc, ils ont une tâche immense, vraiment lourde. Et ces 2 enseignantes-là, qui s'est inscrite à CAP sur la gestion de classe, elle voulait parler d'allègement de tâches. Ils m'ont contactée. Puis moi, je suis aussi chargée de cours à l'université, à l'UQAR, à Lévis. Donc, souvent, les jeunes enseignantes en insertion professionnelle, c'est mes anciennes étudiantes universitaires. Donc, ils m'appellent puis ils me disent « Michel, ça va pas? Puis on aimerait ça. » Puis ça, c'est un réel besoin. Donc, cette année, on a procédé à faire un portrait sur la réalité des enseignantes qui font des allègements de tâches. Et ça, c'est vraiment Marie-Ève qui l'a fait. Une demi-journée où elle a libéré des jeunes enseignantes volontaires, puis elle les a fait venir pour dire c'est quoi les difficultés que vous rencontrez, qu'est-ce qui serait facilitant. Dans un premier temps, Michel m'avait donné des noms pas d'élèves, mais de jeunes enseignantes qui vivaient des difficultés particulières en situation d'allègement de tâches. Et je les ai contactées pour leur demander si ça les intéressait de participer à un groupe de discussion sur le sujet. Il fallait que ça soit sur une base libre et volontaire, et il fallait aussi que les directions soient d'accord. Alors, elles ont toutes dit oui. Ça répondait vraiment à un besoin. Ensuite, je leur ai demandé de remplir un formulaire, un sondage, dans le fond, avec des questions, parce que on avait quand même juste une demi-journée pour faire le tour du jardin. Je ne voulais pas qu'on parte dans toutes les directions. Alors, j'avais demandé combien de matières vous enseignez, dans combien de classes, est-ce que vous avez un budget pour enseigner, quelle matière exactement vous enseignez. Et là, on est parti de ça, de ce qu'il avait dit, et on a discuté de chacun des points. Nous avons fait une espèce de rapport dressant les points positifs, les points négatifs, et aussi des pistes de réflexion sur ce qui pouvait être fait pour faciliter l'accueil et l'intégration des filles qui sont... Bien, je dis des filles, là, je suis un peu sexiste, là, mais c'est juste ça qu'on avait, nous autres, dans notre commission scolaire. Alors, sur la réalité, qu'est-ce qui pouvait les aider dans leur vécu, dans leur quotidien de jeunes enseignants? Donc, j'ai trouvé ça fort intéressant, la conférence d'accueil, parce qu'effectivement, les jeunes avaient demandé des activités qui ne leur prennent pas de temps. Ils leur avaient demandé de faire un groupe de discussion sur Facebook, mais réservé juste pour les enseignants en allègement, parce que souvent, elles enseignent l'éthique, elles enseignent les sciences, les arts plastiques, puis l'univers social. Puis elles m'ont dit, si tu fais un groupe puis tu acceptes tout le monde, bien, on va faire brûler nos idées, puis on va retomber à la case départ, parce que des fois, il y a des historiques de jeunes enseignantes qui, pendant 4 ans, font le pourcentage de tâches aux mêmes élèves. Fait qu'elles font l'éthique pendant 4 ans. Alors, elles veulent avoir des idées différentes, des projets différents. Alors, c'est ça. Alors, on a noté toutes ces idées-là et on les a soumis à la commission scolaire. Et mon patron, le directeur des services éducatifs, va soumettre ça à la table des directions primaires prochainement pour voir qu'est-ce qu'on va faire avec ça. Parce que ce qui arrive en ce moment, c'est que les enseignantes, les directions, ils demandent aux enseignantes de s'entendre. Donc, on comprend que la jeune enseignante en insertion professionnelle, sa façon de négocier, c'est de dire oui, bien sûr. Et qu'elle se ramasse avec des tâches qui n'ont ni queue ni tête et qui ne sont même pas
de mon point de vue de conseillère pédagogique, pour le bien de l'élève. Et ça, moi, ça vient me heurter profondément. Cette année, comme conseillère pédagogique en mathématiques, j'ai dû parler avec une enseignante que l'enseignante de première année lui avait dit « Toi, tu vas faire la résoudre. Moi, je vais faire la compétence raisonnée en mathématiques. » C'est comme un non-sens pédagogique, là. Donc, j'ai bon espoir qu'on puisse peut-être l'année prochaine faire une petite table avec des directions d'école, des enseignantes. Là, dans un premier temps, on voulait vraiment que les enseignantes soient libres de parler. Donc, on les a assises entre elles. Mais on a espoir d'arriver à ce que les directions d'école doivent apposer leur sceau sur la tâche qui est décidée entre l'enseignante et la jeune enseignante en insertion professionnelle. Donc, pour moi, c'est une belle petite réussite de cette année d'avoir ouvert ce dossier-là à la commission scolaire. Donc, vous avez cette feuille-là aussi, moins les couleurs. Alors, on a un programme de mentorat qui est assez généreux, je crois. On offre à chaque diade une demi-journée pour établir le lien mentoral, une demi-journée pour la visite de la classe de l'autre. Alors, ça peut aussi bien être la novice qui va passer un après-midi dans la classe de la mentor ou l'inverse. On offre 3 demi-journées pour des rencontres au niveau de l'année. Une formation au mentor, une formation aux novices et une journée de compensation pour les mentors, qui est vraiment un cadeau de reconnaissance de leur implication dans le programme. On a une personne ressource là, qui est entre 20 à 40 de tâches, là, conseillère pédagogique, enseignante libérée. Dépendamment des années, là, ça va tourner entre 20 et 40 de tâches. On paye tous les frais de déplacement. Vous avez compris qu'on a un grand territoire, là. Il y a des gens pour venir au siège social qui ont 1h15 de route à faire pour se rendre au siège social de la commission scolaire. Donc, tous les frais de déplacement, tous les repas, etc., toutes les dépenses sont défrayées par le programme. C'est quand même pas banal puisque, étant donné la petitesse de nos écoles, bien, parfois, c'est rare même que le mentor est dans la même école que le novice. Ils ne sont pas dans le même lieu physique. Donc, ils ont des frais de déplacement quand ils vont se rencontrer pour s'entraider. Donc, il y a vraiment une adaptation du programme de mentorat à cette réalité-là qui est importante. On tourne autour de 12-13, on avait 40 diades. 13-14, 40 diades. Les 2 dernières années, 14-15, 15-16, on avait 26 diades. Donc, on a un petit peu moins, mais c'est parce qu'on est en diminution de personnel, parce qu'on est en diminution d'élèves. Donc, je ne pense pas que c'est le programme qui perd en popularité, mais c'est plutôt parce qu'on a moins d'enseignantes novices. Beaucoup plus au primaire qu'au secondaire. Mais on a aussi beaucoup moins de jeunes enseignantes au secondaire ou de jeunes enseignants au secondaire. Cette année, on a tenté d'innover. J'ai tenté d'innover parce que Marie-Ève n'était pas encore arrivée à ce moment-là. Pour réduire la charge administrative qui vient avec la gestion du programme, j'ai mis en ligne les formulaires d'engagement, tout plein de formulaires que j'ai mis en ligne. Et ça a eu comme effet que les directions n'avaient plus à signer le formulaire papier pour que ça me soit envoyé à la commission scolaire. Et on a vu un petit peu de dérape cette année. On a eu un petit peu d'abus. OK? On va être obligé pour l'année prochaine de resserrer les règles. Nous autres, on permet aux enseignantes de se rencontrer à la maison chez eux, là. On leur disait, s'il y en a une qui habite à Lillet-sur-Mer puis l'autre habite à Lévis, parce qu'on a des enseignantes qui travaillent chez nous, mais qui n'habitent pas notre territoire. J'en suis la preuve. Ils pouvaient se rencontrer à quelque part dans un restaurant ou dans la résidence de l'une et l'autre. Mais là, cette année, il y a eu comme un petit peu d'abus, qu'on n'est plus sûr s'ils se sont vraiment rencontrés ou pas. Donc, ça fait que l'année prochaine, on va resserrer les règles à cet égard-là.
il y a des tentatives de dérive aussi. Marie-Ève n'a pas eu la chance encore de vivre un début d'année, là, mais quand on établit les diades au début de l'année, quand on ouvre les mises en candidature, là, il y en a qui s'essayent il y en a qui confondent accéder à une nouvelle tâche puis être en insertion professionnelle. Hein? Il y a des enseignantes qui enseignent en 6e année depuis 15 ans puis qui décident de s'en aller au préscolaire. Puis là, ils veulent un accompagnement en insertion professionnelle. Fait que là, on est obligé de dire, ben non, tu n'es pas en insertion professionnelle. La réalité du jeune enseignant, c'est qu'il doit conjuguer à la fois une nouvelle tâche et l'insertion professionnelle. Toi, l'insertion professionnelle est faite, il te reste juste à conjuguer avec une nouvelle tâche, tu l'as choisie, bien, vas-y, ma grande. Il y a des conseillers pédagogiques qui peuvent venir travailler avec toi pour te soutenir, mais ce n'est pas un cas d'insertion professionnelle. Ça, c'est une demande qui arrive souvent, que je dois refuser. Et on a quelques cas aussi de diades qui se sont formés lors de l'entrée en profession d'un enseignant ou d'une enseignante. Et comme on offre pendant 5 ans, puis des fois, c'est pendant plus que 5 ans, parce que c'est cumuler 5 ans d'expérience. Donc, si on se fie à l'ancienneté pour mesurer ça, des fois, ça fait 10 ans qu'ils sont en exercice, mais ils n'ont pas encore 5 ans d'expérience en 10 ans d'exercice. Là. Donc, des diades qui se sont formées la première année puis qui ont continué, là, ils ne sont plus en relation mentor-novice, là. Ils sont en relation de collégialité. Puis, contrairement à tous les autres enseignants de la commission scolaire, ils bénéficient de beaucoup de libération pour s'asseoir, travailler ensemble, préparer leurs évaluations, faire de la correction, etc., etc. Fait qu'on a ces contraintes-là qui nous arrivent. Moi, je reste très positive. Tu sais, je me dis, dans la vie, il y a toujours la règle du 80-20. Il y a toujours 80 qui font les choses dans les règles de l'art, puis un petit 20 qui essayent de contourner les règles ou de bifurquer un peu. Je pense que le programme reste un succès à cet égard-là. Si on veut revenir aux conditions gagnantes, libre et volontaire, tant de la part du novice que de la part du mentor, c'est libre et volontaire. Ça fonctionne très bien, ce volet-là, parce que la majorité des gens, quand ils font leur demande pour participer au programme, ont déjà négocié avec quelqu'un, puis ils nous suggèrent le nom de la personne. C'est très rare que quelqu'un s'inscrit au programme en disant « j'ai personne à vous recommander ». Souvent, il y a quelqu'un déjà de ciblé. Des fois, c'est une enseignante avec qui ils ont fait un stage quand ils étaient en formation initiale, ils vont demander que ça devienne leur mentor. Au secondaire, bien, ils connaissent d'autres profs de leur discipline dans une autre école secondaire. Donc, souvent, je pense que cette année, sur les 26, j'ai une diade que c'est moi qui ai formée, que j'ai fait des téléphones, j'ai demandé à quelqu'un accepterait-tu d'être mentor. On accepte aussi que des enseignantes aient 2 novices. Ça nous arrive souvent chez les spécialistes. Musique au primaire, là, au nombre d'enseignants qu'on a dans la commission scolaire, on est obligé de souvent permettre qu'une enseignante ait 2 novices. Aucun lien d'autorité, évidemment. Il ne faut pas que ce soit une enseignante qui a une tâche de directrice d'école à temps partiel. Il faut qu'il n'y ait aucun lien d'autorité. On a un formulaire d'engagement mentoral là, dans lequel ils vont dire, bien, voici mes besoins, voici ce que j'attends d'une mentor, voici ce que j'attends d'une novice. Dans l'établissement du lien mentoral, là, c'est un formulaire particulier qu'ils doivent remplir, qui est important aussi. Confiance, confidentialité, ouverture, c'est des éléments sur lesquels on revient beaucoup dans les formations de part et d'autre. Le reste des choses, on l'a fait comme to the go.